Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview, et aujourd'hui, on rentre enfin dans le top 4 de chacune des conférences. Ça y est, on est dans les équipes qui avaient l'avantage du terrain en playoff. Ce qui veut aussi dire J-4 avant le retour de l'NBA, J-4 avant le match entre les Lakers et les Warriors, qui verra Stephen Curry et ses copains récupérer leur petite bague de champion. Donc ça, c'est toujours sympa, bien hâte de voir ça. Et puis, comme d'habitude, je ne vous embête pas avec une introduction plus longue. Aujourd'hui, on parle des Philadelphia 76ers et des Dallas Mavericks. Donc c'est parti, direction tout de suite la conférence Est et l'équipe de Joel Embiid. Let's go! The NBA is back. Comme vous l'avez déjà compris, les Sixers ont terminé 4e de la conférence Est la saison dernière, un petit bilan de 51 victoires pour 31 défaites. Et franchement, c'était une saison bien mouvementée et au final moyennement réussie après les playoffs, puisque sortir en demi-finale de conf, c'est quand même décevant pour une équipe avec autant de qualité. Mais on y reviendra juste après. On va d'abord parler de la saison régulière, puisque je l'ai dit, énormément de choses se sont déroulées. Déjà, comment ne pas commencer par le plus important, et un Joel Embiid, encore une fois d'une taille MVP absolument astronomique. 30 points, 11,7 rebonds, 4,2 passes, et monstrueux chaque soir. Alors, un petit peu moins de matchs joués que Nikola Jokic, ce qui expliquerait, on va dire, ce vote pour le MVP, même si le Serbe avait des statistiques encore plus hallucinantes. C'est vrai que les Sixers ont terminé un peu plus haut. Le bilan, je crois que c'est pareil, c'est meilleur. Et bref, donc ça se joue à quelques détails, mais il est clairement de taille MVP. Il a détruit toutes les raquettes dans lesquelles il est passé. Joel Embiid, c'était 30-10 tous les soirs. Donc monstrueux le franco-camerounais, je sais pas comment on dit maintenant, mais donc un Joel Embiid encore une fois exceptionnel, moins blessé en plus parce qu'il fait quand même 68 matchs. Quand tu commences à jouer autour des 70 matchs, c'est que tu as fait une bonne grosse saison. Donc ça c'est énorme. À côté de lui, on a Tyrese Maxey qui explose vraiment. C'est quoi? C'est sa deuxième saison? Il va rentrer dans la troisième. Deuxième saison, 75 matchs, 74 matchs de titulaire. Troisième meilleur scoreur avec 17 points. Ouais, troisième ou deuxième, ça dépend comment on voit de quel côté on voit. Gros kiff ce petit Maxi en attaque, il est incroyable. Il fait une saison, je crois, non pas 50-40-90, mais 48% au tir, presque 43% à 3 points et 86% en lancer franc, donc même hyper propre. Il a bien compris comment ça fonctionnait, il a bien trouvé sa place dans cette équipe. J'ai hâte de voir sa saison 3, vraiment un bon gros kiff. À côté de ça, bon, on rentre tout de suite dans le sujet. Le cas Ben Simmons, un bon bordel qui est pas. Ça fait longtemps et j'ai pas pris les notes exactes, mais qui au début de l'année n'est pas avec les Sixers. Je crois il est à Los Angeles pour s'entraîner. Il revient peut-être avant le début de saison quand même. Il revient entraînement avec le téléphone portable. C'est bien compliqué. On apprend qu'il est blessé, enfin, bon, il est blessé au dos, ça, d'accord, mais surtout mentalement, quoi. La catastrophe des playoffs 2021, du coup, bien compliqué. Il reviendra pas avec les Sixers, ce qui entraînera, du coup, un gros trade. J'en ai parlé quand on a abordé Brooklyn dans la preview des 7e. Brooklyn ont terminé 7e, donc je l'ai abordé. Tu envoies Ben Simmons
avec Seth Curry et André Drummond quand même, parce que alors Drummond était là en backup de Joel Embiid, c'est pas hyper important, mais Seth Curry qui était important dans cette équipe, titulaire indiscutable, hyper adroit à 3 points, qui envoie du point, qui augmente beaucoup ton spacing, qui avait fait 45 matchs, 15 points de moyenne, puis il a fait une saison de malade à 3 points lui, non? Ah non, au final il finit quand même à 40% tout pile, mais de mémoire au début de l'année c'était des statistiques folles. Donc voilà, tu perds quand même cette Curry, mais tu vas récupérer James Harden, qui au final pas, sera pas exceptionnel. On s'attendait à ce que le duo avec Joel Embiid soit complètement dingue. Bon, ça fait 21 matchs Harden chez les Sixers, mais voilà, il est plus dans un rôle pareil, compliqué au tir. Il va être plus dans un rôle de playmaker et le reste, ça va être assez complexe. Pareil, on reviendra sur la saison prochaine sur le cas Harden. Et puis après, globalement, l'équipe est bonne. Honnêtement, tu finis 4ème, bon, tu as des grosses équipes devant. 12e en attaque, 12e en défense, ça c'est très propre. De qui j'ai pas parlé, Tobias Harris, évidemment, qui fait ses stats. Il envoie 17 points, il est propre, défensivement ça fait le travail. Danny Green en sortie de banc, Georges Niang, Matisse Thybulle qui se développe vraiment en tant que méga défenseur. Et offensivement, c'est bien compliqué. Je crois que ça régresse par rapport à sa saison précédente offensivement. Fourkan Korkmaz aussi en sortie de banc pour envoyer des points. Les petits Shake Milton. T'as eu un DeAndre Jordan qui est passé. Bah tiens, il est pas dans le trade avec Harden. Je me souviens plus où est-ce qu'il avait commencé la saison. Isaiah Joe. Paul Reed aussi, mine de rien, derrière Joel Embiid qui a fait un joli travail. Et puis voilà, globalement, cette équipe elle tourne bien. Elle est un peu décevante, on va dire, sur la fin, du coup, je vous ai dit, avec le duo Harden-Embiid. Mais tu arrives quand même en playoff et avec l'avantage du terrain, s'il vous plaît, ce qui est toujours un petit bonus. Je l'ai dit, premier tour assez simple face au Dino. Simple, oui et non, parce que tu as un Joel Embiid qui est quand même blessé, qui doit jouer avec le fameux masque diminué. Un James Harden qui est pas bon, honnêtement, sur les playoffs. Au global, ça n'a pas été top. Maxi de mémoire c'est bien montré, ouais, il fait, alors sur les playoffs il est à 21 points. Je crois que c'est face aux Raptors où ça a bien cartonné, parce qu'après c'était face à Miami, et contre le Heat c'est bien dur. Je crois que c'est pareil, c'est 6 matchs face à Miami. Embiid toujours blessé, je l'ai dit, et James Harden qui était vraiment catastrophique à ce moment-là. Juste un gros match, je crois. Un gros match où... non, puisque je pense pas qu'Embiid ait été reposé. Il y a un gros match à 31 points, mais sinon le reste c'est du 11 points, 14 points avec des statistiques bien crado, donc compliqué. On les connaît, les punchlines sur James Harden et les playoffs, ça nous a pas réconforté malheureusement. Mais bon, tu te fais sortir par Miami qui sont premiers de conférence, qui ont une défense de malade, ton franchise player est diminué, et autour c'est pas forcément tip top comme je l'ai dit. Donc logique, assez décevant quand même, mais plutôt logique. Et puis on peut entre guillemets se réconforter en disant que voilà, c'était une saison de transition. T'ajoutes Harden quand même qui était pas content à Brooklyn. Tu te sépares de Ben Simmons qui était quand même là. C'est quoi Ben Simmons? C'est le premier choix de la draft 2016 ou 2015? Non, 2015 ça doit être Karl Anthony Towns. Donc 2016 Ben Simmons. Ça faisait 5-6 saisons qu'il était là. C'est une espèce de transition. Donc voilà, on peut trouver quelques excuses aux Sixers pour être sortis en demi-finale de conf, ce qui est quand même déjà une bonne saison en soi. Et puis du coup tu arrives à l'été. Et honnêtement, un très très bel été, on le connaît, l'ami Morey, Daryl Morey, je sais pas comment on dit. Donc déjà, tu commences l'été avec James Harden qui décline sa player option et qui signe 2 ans, je crois, 60 millions sur 2 ans, au lieu de 47 millions la saison sur 2022-2023, la régulière qui arrive. Je vais me mettre les petits contrats sous les yeux, histoire d'avoir tout ça. Voilà, exactement, 33 millions et 35 millions sur 2023-2024. Donc c'est un petit geste qui va rendre l'équipe encore plus compétitive qu'elle ne l'est déjà. Franchement,
on peut dire ce qu'on veut. Oui, c'est 30 millions. Oui, il a lâché 14 millions. Donc c'est pas, enfin, c'est énorme en soi, 14 millions, mais il prend quand même 30 millions. Donc bref, on peut dire ce qu'on veut. En tout cas, Harden, il fait le petit geste qui va bien. Et du coup, tu as quelques arrivées. Tu as l'arrivée de Daniel House déjà, qui fera le travail sur le banc. Évidemment, comment ne pas parler de l'arrivée de PJ Tucker, 33 millions sur 3 ans, donc c'est carrément donné pour PJ Tucker, un mec qui a de l'expérience, voilà, qui a vécu de belles choses déjà avec Harden à Houston, donc on connaît la relation, et puis là dernièrement avec le Heat, c'est vrai que ça a été très très costaud, énorme en défense, énorme à 3 points, il va s'intégrer parfaitement dans le 5 majeur des Sixers. Tu as aussi un petit Montrezl qui débarque, mine de rien, en sortie de banc. Pareil, c'est un joueur assez compliqué. Là, on l'a vu dernièrement. Chez les Lakers, ça s'est pas très bien passé. À Washington, pas bien passé non plus. Charlotte, le projet, bah pareil. Puis il y a des problèmes avec la Marie-Jeanne. Mais du coup, on verra ce que ça donne en sortie de banc. S'il joue ses petites 15-20 minutes en sortie de banc, ça peut faire le travail, aller épuiser, on sait, les défenses adverses, vu qu'il est hyper athlétique, ça va aller gober du rebond. C'est pas mal, puisque déjà quand tu te tapes Joel Embiid, c'est chiant. Si en plus après, il faut se taper Montrezl, vous avez compris. Et la petite arrivée de D'Anthony Melton sur le poste 1, qui avait fait un joli travail à Memphis, si je vous dis pas d'ânerie, et ben, ça va continuer. Plutôt un bon défenseur, un mec qui est capable de rentrer des 3 points aussi. Donc ces arrivées sont très très importantes. Côté départ, on n'a pas grand chose. On a, ah oui, j'en ai pas parlé, mais Danny Green qui s'était blessé en playoff et qui du coup va connaître une saison blanche sur la régulière 2022-2023, et du coup il a été coupé, je crois, ou alors il était en fin de contrat avec les Sixers et il n'a pas été renouvelé, il n'a pas été prolongé. Donc voilà, tu as ce départ-là quand même, Danny Green en sortie de banc, ça faisait le travail. Là, tu sais que de toute façon, tu vas pas pouvoir compter sur lui cette année et tu veux aller le plus loin possible, puisque bah, on va tranquillement se projeter sur la saison 2022-2023. Là, voilà ce qui s'est passé. Globalement, cet été, c'est ça. Beaucoup de belles arrivées. Daryl Morey a bien bien géré et peu de départs importants. Donc c'est plutôt bon. Et bah, objectif titre, évidemment, pour l'année prochaine. Là, on peut. Quand tu as un 5 majeur qui contient James Harden, Tyrese Maxey, PJ Tucker, Tobias Harris, bon, plutôt Tobias sur le poste 3, PJ Tucker sur le poste 4 et Joel Embiid, clairement, objectif titre. Il y a pas d'autre. Tu peux pas te dire, ouais, bon, si on va en finale de conf, c'est bien. Non, non, non. C'est finale NBA ou rien. Et, euh, et ça peut largement le faire. Tu as un bon potentiel de, je le disais tout à l'heure, 12e attaque, 12e défense. Si t'es pas dans le top 10 de l'attaque et le top 10 de la défense avec les joueurs comme ça, attends, t'as rajouté D'Anthony Melton. Bon, Harden, c'est pas son fort la défense. Maxi pourrait faire le travail un peu plus. T'as Matisse Thybulle, t'as PJ Tucker évidemment, Tobias Harris, il est capable, Paul Reed, Joel Embiid. Joel Embiid, on en parle, on en parle un petit peu, mais on parle d'un mec qui fait des statistiques incroyables offensivement et qui défensivement est aussi énorme. Ça peut être un candidat au Depoy. Je sais pas combien il a fini cette année ou même les années précédentes, mais c'est largement un candidat au Depoy. Donc tu peux te reposer sur lui dans ta raquette monstrueux. Donc clairement défensivement c'est énorme. Et tu as aussi cet avantage, je citais les joueurs, mais tu as cet avantage, on reparlera un petit peu après du coach. Mais tu as cet avantage d'avoir, tu peux faire différents 5 en fonction de tes titulaires, de tes remplaçants, et tu peux faire des 5 hyper défensifs en intégrant Saïboul et Melton par exemple. Tu peux faire des 5 hyper offensifs. Le 5 majeur par exemple, c'est un 5 qui en attaque peut détruire pas mal de gens, mais tu peux rajouter des petits Shake Milton, Furkan Korkmaz, George Niang sur le poste 4 si tu veux créer encore plus de spacing et avoir un mec qui attaque très bien. George Niang, c'est parfait. Donc, tu as cet avantage-là d'avoir de très bons joueurs, des postes doublés, parfois même triplés, et de pouvoir aussi bien attaquer que défendre. Donc, j'aimerais bien voir déjà les Sixers dans le top 10 des défenses et le top 10 des attaques l'année prochaine. Ça, c'est pour les petits objectifs qu'on peut cocher sur la saison 2022-2023 des Sixers. Et puis après, plus précisément, James Harden, j'en attends beaucoup, on va dire,
mais plus dans le côté playmaker. On sait que il peut marquer des points. Il l'a montré, il est capable de marquer, c'est quoi la saison 35 points. Il met 35 points de moyenne sur une saison, James Harden, quand il est meilleur scoreur. On va vérifier ça rapidement. 36 points, 34 points, ouais, il est capable. Mais bon, c'est plus trop tout à fait son jeu. Et puis, tu as un énorme pivot dans ta raquette qu'il faut nourrir. Et donc, c'est là que j'attends Harden. J'aimerais bien que ce soit le meilleur passeur de la ligue cette année. Je dis ça comme si genre j'étais fan des Sixers. Mais il peut tellement tourner à 11, 12 passes de moyenne avec les joueurs qu'il a autour de lui. Euh, donc, j'en attends pas mal. On l'a vu, il est motivé, il est fit. On a vu les photos, il est fit. J'avais presque l'impression qu'il était maigre sur les photos qu'on a vues cet été. Il a réduit un petit peu son salaire pour faire de la place, pour faire venir les copains comme PJ Tucker. Donc je pense qu'il a l'air bien motivé. J'ai l'impression qu'il a aussi compris que le vrai franchise player de l'équipe, c'est Jojo Embiid, puisque ben, ça y est, Harden, il a quel âge 33 ans, 34 ans. Il commence à avoir un petit peu d'âge, il a toujours pas de bague, il aimerait bien en avoir une quand même. Donc c'est important. C'est important de savoir grader les équipes et de savoir que ce n'est pas ton équipe, c'est Joel Embiid, le chef. Et voilà, tu vas aller nourrir ton pivot, tu vas finir meilleur passeur de la ligue et tu vas nous régaler. J'espère que James Harden va nous envoyer du rêve sur la saison prochaine. Et puis du coup, bah, je peux l'aborder directement. Embiid, pareil, il a clairement les moyens d'aller chercher le titre de MVP à la fin de la régulière 2023, puisque il va faire les mêmes statistiques que l'année dernière. On va pas se mentir, ça va tourner en 30 points et 12 rebonds. Mais par contre, l'équipe autour de lui est bien meilleure. T'as plus ce problème Ben Simmons, t'as des jeunes qui vont encore step up. Honnêtement, Tyrese Maxey, j'en parle juste après. Il faut qu'il soit deuxième option offensive, enfin deuxième option au scoring derrière Embiid. Donc tu as clairement les moyens de finir dans le top 2, top 3 de ta conférence. Et honnêtement, tu as les Bucks, les Sixers, les Nets, je l'ai dit, ça peut finir premier comme dernier. Boston, il y a des petits soucis au coaching, mais ça peut être transparent et très très bien fonctionner. Tu as du monde quand même, mais cette équipe, sur le papier et avec l'expérience, les joueurs qui ont déjà joué ensemble, tu peux largement finir premier ou deuxième de la conférence Est, ce qui vaudra des points pour le titre de MVP. Donc Joel Embiid peut clairement viser enfin le trophée. Il court depuis l'année dernière déjà, l'année d'avant aussi, deuxième. Et puis après, il y avait peut-être quelques blessures, un petit peu trop de blessures sur les saisons précédentes, mais il peut clairement viser ça. Quand on parle de ton meneur qui sera potentiellement meilleur passeur, de ton pivot qui sera potentiellement élu MVP à la fin de saison, cette équipe, elle vise le titre, clairement. Et donc, on peut l'aborder aussi. Coaching, Doc Rivers, j'en ai pas du tout parlé. Toujours des doutes sur Doc Rivers. On le sait, c'est un super meneur d'hommes. Mais par contre, c'est pas un super tacticien. Sur le plan tactique, sur le plan gestion du roster, je vais donner tant de minutes à ce joueur, tant de minutes à celui-ci. Ça fonctionne pas de ouf. Alors là, il a l'avantage d'avoir des gros joueurs. Je pense, du coup, je l'ai dit, que le leader est bien défini. On va dire l'ordre des leaders est bien défini. Donc je pense que l'équipe peut rouler toute seule en saison régulière. Par contre, en playoff, il va falloir faire plus attention. Évidemment, on n'est pas à l'abri des blessures, même si ça, c'est pour toutes les équipes. Si tu as un pet, attention, Doc Rivers, faut pas que ça commence à bégayer et que ça fasse n'importe quoi avec les remplaçants. Mais du coup, je pense que là, sur la saison prochaine, Doc Rivers, ça fait combien de temps qu'il est à la tête de cette équipe 4 ans 3 ans 4 ans. Quand est-ce qu'il a quitté les Clippers? Je ne m'en souviens même plus. Bref, si tu fais pas les finales NBA cette année, je pense qu'on peut dire adieu Doc Rivers. Ça peut changer d'équipe. Et honnêtement, j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de lui faire confiance parce qu'il a un très très gros roster qui va rouler tout seul sur la régulière, qui va aller tout droit en playoff. Et après, une fois arrivé au mois d'avril, au mois de mai et potentiellement au mois de juin, là, on pourra discuter. Mais pour la saison régulière, je me fais aucun problème. Voilà les objectifs des Sixers. Ramener la coupe à la maison finalement. Le titre de champion NBA. Pour parler un petit peu des joueurs, du coup, bon, je l'ai déjà dit, Harden, Embiid, Tyrese Maxey.
c'est mon petit chouchou, j'aime trop ce joueur là. En plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, le petit moment au All-Star Game avec Scottie Barnes, il m'a bien fait kiffer, il m'a bien fait rigoler. Donc j'ai envie de le voir se développer encore. Se développer, l'année dernière 17 points, il peut tourner largement autour des 20, 21 pourquoi pas, juste derrière les 30 points d'Embiid. Si tu as un Tobias Harris qui tourne à 17 points, un Harden pareil, 17 points, 15 points, ça peut bien le faire. Bon, vous l'avez compris de toute manière, Daryl Morey a vraiment construit une équipe pour aller chercher la bague. Donc maintenant, Doc Rivers, à toi de jouer. Et puis je pense que j'ai fait le tour sur ces Sixers. Rendez-vous au mois de mai au moins. Et puis du coup, on va pouvoir passer du côté de la conférence Ouest, parler un petit peu des Mavs. Dites-moi évidemment ce que vous pensez des Sixers, si vous les voyez bien performer ou si vous voyez un petit flop, parce qu'on n'est jamais à l'abri, une blessure qui te démonte ta saison, c'est toujours possible. C'est pas ce que je souhaite, on touche du bois, mais c'est toujours possible. Bref, donc je l'ai dit, on va passer du côté de la conférence Ouest, on va dans le Texas, direction les Mavericks. Huh? Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Les Dallas Mavericks ont donc terminé 4e de la conférence Ouest, 52 victoires pour 30 défaites et enfin une vraie campagne de playoff. Ça fait quelques années que tu as Luka Doncic, tu t'es cassé les dents 2 saisons de suite au premier tour, certes face aux Clippers, mais tu n'avais pas du coup d'amélioration entre la saison, entre les playoffs 2020 et les playoffs 2021. Mais là, ça y est, tu step up, tu vas jusqu'en finale de conf. Mais on aura le temps d'en reparler un petit peu. On va d'abord se concentrer sur la saison régulière, parce que pareil, il y a encore pas mal de choses à dire sur cette saison. Un début un peu bof. J'ai pas le classement exact à la fin de la saison 2021, à la fin de l'année 2021. Mais tu démarres pas trop bien. Luka Doncic est un peu en dessous de ce qu'il est capable de produire. Et puis forcément, quand, entre guillemets, ton seul joueur offensif, c'est vraiment caricaturer cette équipe, mais et pas dedans, c'est compliqué. Et puis il faut pas oublier non plus que, c'est vrai que je fais pas tout dans l'ordre chronologique, mais il faut pas oublier que tu as changé de GM et tu as changé aussi de coach durant l'été 2021. Donc, ceci explique aussi cela. Est-ce que Jason Kidd a mis du temps à développer son projet, à vraiment poser une bonne défense? Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, donc il y a peut-être aussi ça. Mais du coup, une épopée de malade en 2022, donc en l'année 2022, à partir de janvier, c'est la folie. On a eu Boston dans la conférence Est qui faisait des dingueries sur l'année 2022. Dans la conférence Ouest, on a eu les Mavs. Je l'ai dit, j'ai parlé un petit peu de défense. Cette équipe, elle est 6e defensive rating, ce qui est incroyable. C'était pas arrivé depuis globalement la saison 2011 et donc le dernier titre et le seul des Mavs. Donc tu as radicalement changé de ta façon d'aborder le jeu. Grosse défense en même temps je parlerai après de Luka Doncic, mais tu as des gars comme Finney Smith, Reggie Bullock évidemment, Dwight Powell. T'as des soldats dans cette équipe, t'as des soldats qui sont Frank Ntilikina, bien sûr, notre petit Frenchie qui a fait un joli travail. T'as des soldats qui sont capables de se donner de leur côté du terrain, donc c'est le moment de poser la base. On met des soldats autour de Luka Doncic, on défend fort et en attaque, on laisse le génie Luka parler. On aborde du coup directement Doncic. Je l'ai dit, 2 parties sur la saison. 20 matchs qui sont un peu crado au début. Une petite blessure à la cheville, puisqu'il finalement il joue que 65 matchs. Je ne sais plus combien de matchs il a manqué à cause de sa blessure, mais tu as une petite blessure et il revient en mode flamboyant. Il finit la saison avec 28 points de moyenne, presque 9 passes, 9 rebonds. Des statistiques un peu crado au tir, 46% au tir, 35% à 3 points, et ça m'étonne toujours pour Luka, il tire qu'à 74% au lancer franc. Un mec aussi adroit, je sais pas, il devrait être plus haut, quoi. Il devrait tutoyer les 90%, bref, ça c'est un détail. Mais donc encore une saison de malade.
Je parlais de Joel Embiid sur un potentiel MVP l'année prochaine. Attention, Luka Doncic, il arrive aussi en courant vers le titre de MVP. On verra où les Mavs finiront, mais il y a un bon client là aussi. À côté de lui, eh bien normalement tu as un Tim Hardaway Jr. qui fait le travail, qui avait fait une très très belle saison 2020-21, mais là c'est plus compliqué. Il commence la saison blessé, il terminera pas d'ailleurs la saison, 42 matchs, assez crado, des pourcentages au tir bien crado aussi, donc tu peux pas trop compter sur lui. J'ai parlé des soldats, Powell, Bronson quand même. Félicitations Monsieur Jalen Bronson, qui fait 79 matchs, la plupart en titulaire, qui s'est bien montré sur la régulière, mais qui a explosé en playoff, et notamment face au Jazz. On en reparlera juste après. Kristaps Porzingis, bon, le fit n'est pas top. De toute façon, c'est pas un joueur qui me plaît beaucoup, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, et du coup, tu le trades à la deadline pour dire bonjour à monsieur Spencer Dinwiddie et Davis Bertans. Donc tu te sépares du projet Porzingis. De toute manière, je pense que Luka était au courant, parce que tu demandes à ton franchise player avant de faire ce genre de move, et là c'est très très bon. Les deux, Dinwiddie et Bertans, étaient très mauvais à Washington, et ils vont être très très bons chez les Mavs, honnêtement. J'ai les stats de Bertans. Bertans, il fait 22 matchs à 36% à 3 points, alors qu'il était affreux à Washington. Et Dinwiddie, c'est pareil. Alors, c'est le désavantage de Dinwiddie, c'est que tu sais pas quand est-ce qu'il est bon, tu sais pas quand est-ce qu'il est pas bon. Mais globalement, il s'en est plutôt bien sorti à son arrivée chez les Mavs. Qui a fait une très bonne saison aussi, Maxi Kleber. Je regarde un petit peu les effectifs. Sterling Brown qui se développe. Nidikina, j'en ai parlé, bien cool. Boban qui gratte quelques minutes, qui a été envoyé cet été chez les Rockets. Mais vous avez capté, au final, changement d'identité. T'as des gars qui sont capables de tirer. Tu donnes la balle à Luka Doncic, même si c'était déjà le cas. En attaque, il faisait déjà tout. Mais là, t'as des vrais shooters autour de lui, des vrais défenseurs. Et ça réussit plutôt bien. Jusqu'au moment où tu arrives en playoff, je vais juste vérifier, qu'est-ce que j'ai oublié. Le retrait de Mayo pour Dirk Nowitzki, quand même. Un petit big up à cette légende, le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise, donc c'est pas rien. Maillot retiré en janvier, bref, ça rapporte rien, mais, mais c'est fait, et c'est légendaire, c'est parfait, une soirée magnifique. Donc, les Mavs arrivent en playoff avec l'avantage du terrain, tu débutes face au Jazz, et tu n'as pas ton franchise player, mais c'est pas grave, puisque tu as un Jalen Brunson qui envoie presque 28 ou 30 points par match. Je sais plus si c'est sur la série ou si c'est juste sur les 3 matchs où il n'y a pas Luka Doncic, mais tu fais le travail. Sans Luka, tu mènes déjà 2-1, et puis reviens, tu finis le job, et voilà, tu step up par rapport aux 2 saisons dernières, puisque tu passes un tour de playoff. Après tu arrives face aux Suns, et là on est en mode, bon, les Suns, meilleure équipe de l'année, les mecs qui vont broyer Dallas, et en fait, grosse cata côté Phoenix, et Dallas énormément, tellement solide, défensivement ils ont été incroyables, ils ont complètement outplay Chris Paul, donc tu fais le boulot en 7 matchs face aux Suns, sachant que je crois que tu étais mené 3-2 en plus, donc à la maison tu fais le boulot pour revenir à égalité, et tu vas les démonter chez eux avec cette stat folle, ce 7e match qui va rester je pense dans les annales, 57-27 à la mi-temps. Les Suns ont marqué 27 points en 24 minutes. Je vous laisse faire le calcul, ça fait pas beaucoup de points à la minute. Oh, putain, c'est vraiment catastrophique quand même, mais bref. Tu passes en finale de conférence, et là tu prends ce qu'on appelle les Warriors en mission. Donc même si tu fais des bonnes stats, je crois que Luka a encore été incroyable. C'est trop compliqué. Défensivement, ils sont encore meilleurs, les Warriors, et puis autour, c'est dur. J'ai dit, c'est bien de reposer ton attaque sur Doncic parce qu'il est fort, mais il y a un moment où tu es épuisé, donc tu te fais balayer 4-1, et puis tu rentres à la maison. Tu as quand même réussi une énorme saison 2022, puisque tu vas jusqu'en finale de conférence, ce qui n'était pas forcément une chose aisée au tout début de saison. Donc c'est réussi, tu step up avec un nouveau coach, je l'ai dit. Et puis il suffisait maintenant de s'améliorer pour la saison qui arrive.
Une chose qui a du coup été plus ou moins bien réalisée, je dis plus ou moins parce que on va commencer par là. Déjà, tu as le départ de Jalen Brunson qui signe à New York en tant qu'agent libre, évidemment. Donc, on comprend, les Mavs n'avaient pas forcément l'intention de lui mettre un contrat de. Je crois qu'il a pris 100 millions sur 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, au vu déjà des masses salariales qui sont dans les finances des Mavs, je veux bien que Mark Cuban y paye, mais t'es déjà à 166 millions. S'il fallait rajouter, voilà, t'as Luka à 37 millions, Dinwiddie 20 millions, Tim Hardaway 20 millions aussi, 16 millions pour Bertans, ça fait beaucoup. Donc s'il fallait rajouter encore de l'argent, t'étais dans les plus grosses, t'es déjà je pense, mais t'étais dans les plus grosses masses salariales. Et donc on comprend. On comprend donc Jalen Brunson qui s'en va, mais à côté de ça, globalement, ça s'est plutôt bien goupillé. Tu prolonges Maxi Kleber, 3 ans, 33 millions, propre, honnêtement, joli petit contrat, il est important, en sortie de banc, il est capable de tirer à 3 points. Bon, vous savez, je ne vais pas vous refaire le profil de Kleber, mais il est important. Et le plus gros move, tu as quelques arrivées, mais le plus gros move, c'est Christian Wood, qui est transféré du coup entre les Rockets et les Mavs. Enfin, un intérieur capable d'autre chose que prendre des rebonds, ça c'est ce qui est sur ma note. C'est vache, hein, mais c'est vrai que Kristaps Porzingis, entre les blessures, le fait que ça fit pas bien, ça s'entend pas forcément top avec Luka, en fait il a très très peu été utilisé dans cette équipe. Je sais pas combien de matchs il joue en tout avec les Mavs, mais sur les... Je sais pas combien... Il a fait quoi, 2 saisons et demie, donc... potentiellement 150 matchs, aller avec les matchs en moins, il en a peut-être fait la moitié, et encore je suis pas sûr qu'il en ait fait la moitié, donc c'était plutôt compliqué. Donc tu chopes Christian Wood contre Boban Marjanovic, Sterling Brown et Trey Burke, autant dire pas énormément de pertes, pour un intérieur qui va vraiment être très utile. Avec ça, tu as Javal Magui qui débarque, 3 ans, 17 millions, vétéran hyper solide, qui va être titulaire au poste 5, et honnêtement, voilà, il a mangé beaucoup de punchline Javal Magui. On peut reconnaître que maintenant, c'est un vrai pivot qui fait le boulot. En défense, en attaque, qui va récupérer les balles de Doncic. Donc c'est une très belle signature. Et l'arrivée de Jaden Hardy, le petit rookie, là, sur les postes 1-2, qui était dans la NBA, dans la G-League, pardon, Ignite Team. Donc, à voir ce que ça donnera. On sait, c'est une grosse équipe qui a des ambitions. Les rookies, ça va pas être le point central, mais il pourra se développer, et en plus il va potentiellement avoir un petit peu de temps de jeu sur le backcourt. Du coup, au final, c'est quand même un bel été. Honnêtement, tu as une grosse perte avec Bronson, mais moi j'aime bien. À titre personnel, j'aime bien l'été, j'aime beaucoup l'arrivée de Christian Wood. Il va sortir du banc, c'est vrai que je crois que je ne l'ai pas abordé, mais il va sortir du banc. Tu prolonges les joueurs qu'il faut prolonger. Ok, c'est carré. Maintenant, si on doit se projeter sur la saison prochaine, bah écoutez, la prochaine étape, c'est les finales NBA. Si le but du jeu, c'est de s'améliorer de saison en saison, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, Doncic a un très très bon profil pour être MVP, autant que... Non, un peu moins que Joel Embiid quand même. On va pas se mentir, tu as des gros joueurs à incorporer. Et puis la concurrence dans la conférence Ouest, c'est bien sérieux. À l'Est aussi, hein, mais là, ça va être bien chaud. Donc, quels sont les objectifs des Mavs ? Je l'ai dit, le but du jeu, ça serait d'aller en finale. Ça va être assez compliqué. Surtout qu'en fait, dans ce qu'on a vu, tu vas sortir du banc Tim Hardaway Jr. et Christian Wood. C'est un très beau duo en sortie de banc, mais je préférais que Tim Hardaway garde sa place de titulaire en réalité. Je trouve que ça fit beaucoup mieux avec Doncic qu'un Spencer Dinwiddie. Dinwiddie en sortie de banc, il serait top. Il peut porter la balle, il est capable de tirer. Le duo avec Christian Wood, c'est incroyable. Il peut nourrir Christian Wood et ce serait top. Ce serait un beau duo de potentiel 6e homme de l'année. On sait que quand tu as 2 forts joueurs qui sortent du banc comme ça, ils se mangent un peu pour le trophée de 6e homme. Mais ce serait, je pense, la meilleure alternative. C'est pas trop ce vers quoi les Mavs ont l'intention d'aller, puisque a priori on va avoir du coup Doncic au poste 1, Dinwiddie à côté de lui, Reggie Bullock sur le poste 3, et puis le duo Finney-Smith-McGee dans la raquette. C'est très bien aussi, mais je préférerais voir Tim Hardaway. Peut-être que ce sera le cas en cours de saison, suivant aussi la forme de Dinwiddie.
Je l'ai dit, il est assez irrégulier, mais avec Wood à côté de lui, je pense que ça peut être le meilleur one-two punch de sortie de banc, et ce serait que bénéfique pour les Mavs. Mais bon, on verra, ça a le temps de changer au cours de la saison. À côté de ça, tu as un front de courte très très solide. Honnêtement, Christian Wood, j'en ai parlé. Finney-Smith, Davis Bertans qui va envoyer du point en sortie de banc. Maxi Kleber, c'est pareil, poste 5, poste 4, il est capable. Dwight Powell, Bressolda. J'aime beaucoup ce front de courte. Tu as aussi du coup Reggie Bullock. Donc j'aime beaucoup ce front de courte. Sur le bas court, par contre, tu as quelques manques, franchement. Frank, c'est top sur le plan défensif. Offensivement, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'en fait, j'aimerais bien voir Dinwiddie en sortie de banc. Jaden Hardy, très jeune, il est rookie, donc à part si c'est vraiment un crack, lui donner la balle en sortie de banc et qu'il se fasse plaisir, ça va être plus compliqué aussi. Donc, pourquoi pas faire un mouvement à la trade deadline pour aller récupérer un joueur de plus sur ton bas court qui ferait passer un step à cette équipe. Défensivement, il n'y a pas de problème. Tu vas encore te retrouver dans le top 10, honnêtement. Tu n'as aucun joueur. Le principal départ, c'est Jalen Brunson. Et je l'aime bien, mais il est un peu petit. Il se donne en défense, mais c'est pas non plus un candidat deep boy. Donc, je pense que tu as toujours ta même base défensive. Voilà. Le seul point négatif, c'est que il va encore falloir compter sur un énorme Luka Doncic offensivement, quoi. Donc à voir comment ça se passe. Je sais pas s'ils vont réussir à faire mieux que l'année dernière, ça me semble assez compliqué. Déjà, si tu termines dans le top 4, c'est que ta saison s'est très très bien passée, t'as pas eu de blessure, mais ça fonctionne pour toutes les autres équipes. Et que ça s'est mis en place très très vite, parce que je l'ai dit, t'as Christian Wood à intégrer, Tim Hardaway qui va sortir du banc, donc à voir. Mais c'est possible, je le souhaite aux Mavs et aux fans de la franchise. Honnêtement, je les vois pas. Potentiel top 6, allez, finir 5 ou 6, c'est possible. Peut-être une surprise en playoff avec Doncic, on est sûr de rien. Mais j'ai du mal à les voir faire mieux que la saison dernière. On est sur quelques équipes où tu vas rétrograder un petit peu comparé à l'année dernière. Mais bon, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, on verra bien. La saison est longue et il y a des belles surprises potentiellement. Voilà, dites-moi ce que vous pensez des Mavs. Est-ce que vous les voyez plus forts que la saison dernière ou légèrement moins forts ou kiff-kiff, c'est possible aussi. Hein. Ça retourne peut-être en finale de conférence. Au final, je ne suis pas voyant, donc je dis peut-être des âneries. Dites-moi vous ce que vous pensez des Mavs. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié les previews de ces deux équipes. Venez discuter sur Instagram. Partagez le podcast, évidemment, partagez le projet. C'est comme ça qu'on peut vivre. Et puis, on se retrouve demain pour les places 3, donc les Warriors et les Bucks. Ça va être un régal de parler de ces deux équipes. Peut-être J-Lo qui viendra parler de sa franchise de cœur. On verra, peut-être je spoil. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi ou une bonne soirée. Je vous dis à demain. Salut!